Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler avec nous, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le hashtag #Kiosque. Nous sommes vendredi, voici le sommaire de cette émission. À qui profite le crime? À 2 semaines des élections américaines de mi-mandat, des colis piégés ont été envoyés à des figures anti-Trump. Est-ce un tournant dans la campagne? Une campagne marquée aussi par une instrumentalisation de cette caravane des migrants centra-américains. Le Brésil va-t-il basculer à l'extrême droite? Sauf énorme surprise, c'est Jair Bolsonaro qui devrait être élu à la tête du pays dimanche. Le Brésil est-il une démocratie en danger? Et comment expliquer la nostalgie de la dictature militaire de Jair Bolsonaro? Bruxelles rejette le projet de budget italien et c'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Pourquoi ce budget inquiète-t-il autant? Que risque l'Italie? Et que risque l'Europe avec ce nouveau bras de fer avec Rome? Il a enfin parlé. Le prince héritier d'Arabie Saoudite reconnaît que le meurtre de Jamal Khashoggi était un incident hideux, un incident vraiment. L'affaire Khashoggi ne retombe pas. Le sordide fait divers cache-t-il en fait une lutte d'influence au Proche-Orient? Nous allons en parler. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec nos invités, nos kiosqueurs. Jamil Chan, bonjour, vous êtes journaliste et écrivain brésilien basé en Suisse. Vous êtes le correspondant de Estado de São Paulo à Genève. Vous avez également participé à la Commission nationale de la vérité sur les crimes de la dictature brésilienne. Paloma Varon, vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne de RFI, Radio France Internationale, et également politologue. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de Kiosque. Avec en une aujourd'hui, ça tombe bien, le ras-le-bol des Brésiliens. Je précise que vous êtes également président de l'association de la presse diplomatique et membre de l'association Europresse consacrée à l'Union européenne. Enfin, François Baudonnet, bonjour, vous êtes journaliste à la télévision française France 2, ancien correspondant pour votre chaîne à Bruxelles et en Italie. Merci à vous quatre d'être ici aujourd'hui en plateau pour nous livrer votre décryptage de l'actualité de cette semaine d'actualité. Nous sommes à 10 jours des élections américaines de mi-mandat et le climat politique aux États-Unis devient franchement délétère. Au moins 11 colis suspects ont été retrouvés. Ils visaient des personnalités politiques, mais aussi des médias américains, tous des cibles du président Donald Trump, qui a lancé un inhabituel appel à l'unité. En ces temps, nous devons nous unir, nous devons nous rassembler et nous devons envoyer un message très clair, fort et compréhensible que ces actes et ces menaces de violence politique n'ont absolument pas leur place aux États-Unis. Alors Donald Trump qui lance un appel à l'unité, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, François ? C'est assez étonnant, en tout cas. Il était presque présidentiel, on a envie de dire. C'est ce qu'on attendait de lui depuis le début, et il le faisait pas. Et là, effectivement, il a eu une attitude qui prend de la hauteur, qui cherche à rassembler. Mais juste après, il est reparti un peu dans ses vieux démons, en ayant de nouveau de l'agressivité. Et c'est sûr, en tout cas, c'est probable que cette agressivité et le fait qu'il désigne comme ça qu'il ait des ennemis, ça doit forcément apporter de l'agressivité globalement dans la campagne. Il y a ce ton aussi très calme, presque un peu lancinant. On l'avait déjà entendu à l'ONU. On a l'impression que Donald Trump force sa nature, là ? Je ne sais pas, je pense qu'il prend conscience quand même depuis un an et depuis les fameuses manifestations d'extrême droite aussi, où il avait eu beaucoup de mal à se positionner, il n'avait pas condamné, ensuite il l'avait fait. On sent qu'il est très mal à l'aise parce qu'il y a peut-être des gens qui se recommandent de lui en quelque sorte, qui sont dans cette mouvance d'extrême droite. Mais il est évident que Trump, lui, ne va jamais recommander un passage à l'action. Enfin, c'est impossible de se recommander de Trump de la part de ceux qui envoient ces colis piégés. Mais de fait, effectivement, c'est quelqu'un qui a un discours, Trump, qui a un discours très polarisant, qui a un discours très agressif vis-à-vis de ses adversaires. Et donc, ça peut nourrir finalement chez certains extrémistes. Après, il faut aussi attendre évidemment les investigations pour savoir qui sont les auteurs de ces Mais est-ce que malgré tout, cette semaine, quand même, dans cette campagne pour les élections du mi-mandat, il y a un pas qui a été franchi? Est-ce qu'il y a plus de violence politique quand on voit cette série d'envois de colis? Oui, et je pense que ça peut le bénéficier parce que c'est une affaire sécuritaire aussi. Et comme il a les clés de sécurité aux États-Unis, donc en général, ça bénéficie les chefs d'État. Tout le monde est d'accord avec ça? Parce que c'est la question que je posais tout à l'heure. À qui profite le crime? À qui profite l'envoi de ces colis? Oui, mais on doit se rappeler qu'en réalité, c'est la haine que plusieurs politiciens ont utilisée pour gagner des votes, pour arriver à être populaire.
qui peut-être donne ces résultats-là. Quand une action sort du contrôle, en réalité, après des années de discours, des années peut-être pas, mais au moins 2 ou 3 ans d'un discours très fort et qui a utilisé, instrumentalisé la haine. Tout à coup, on voit que ça donne un résultat pratique. Tout à fait. Cela dit, je crois qu'il faut aussi être prudent parce qu'on ne sait pas qui est derrière ces colis piégés. Vraisemblablement, c'est la même personne ou peut-être sûrement le même groupe de personnes puisque le mode opératoire est exactement le même. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a comme ça plusieurs personnes qui en même temps vont envoyer des colis piégés. C'est peut-être le fait... Là, on parle de terrorisme intérieur, on parle de qui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la société américaine est une société violente. Et la vie politique américaine est rythmée par la violence. Il y a eu des assassinats, y compris le président de la République. Donc, c'est pas, il y a assez régulièrement des épisodes de ce type. Voilà, avec des tentatives qui peuvent être davantage perçues comme des signaux que comme des tentatives véritablement de nuire à la personne à qui ça a été destiné. On voit bien que tous les colis ont été interceptés très en amont, finalement, de la personne qui était visée. Aucun n'a explosé. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une manifestation d'hostilité à toute une partie de la classe politique et médiatique américaine. Ça aura forcément des conséquences sur cette campagne, cette fin de campagne. Est-ce que ça aura une conséquence sur le résultat des élections, Paloma ? Vous disiez qu'en général, ça bénéficie au président en place. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Est-ce que Donald Trump peut en tirer un bénéfice ? C'est possible. Enfin, en plus, on voit qu'il a fait encore une fois du Trump, c'est-à-dire en soufflant le chaud et le froid et en passant de l'un à l'autre. Donc, il est complètement au centre. Donc, tout repose sur lui. Et donc, c'est clair que ça peut lui effectivement lui profiter. Il a réussi à retourner cette situation en sa faveur avec une rhétorique qu'il a bien intégrée. Il est assez fort. Oui, il est assez fort. Il sait au moins, peut-être, il a appris avec les événements passés qu'il y a le moment de demander l'unité nationale et faire une pause de peut-être 1 heure et recommencer après. Mais au moins, il a appris qu'il avait besoin de faire cette pause-là. Et c'est ça qu'on a écouté, presque présidentiel, parce qu'on n'a pas vu ça dans son discours d'inauguration. C'était un discours très violent, très fort. On n'a pas vu ça pendant toutes les premières années de l'administration Trump. Et tout à coup, on voit quelque chose d'étonnant. Pourquoi ? Il joue de cette situation parce que je crois que c'est après cette déclaration qui est donc un appel à l'unité, où il dit, je crois, à ses partisans, ou alors c'est un autre moment lors d'un meeting, puisqu'il est en meeting actuellement, il dit à ses partisans, vous voyez comme j'ai été bien ? Oui, c'était cette semaine, effectivement, il disait, vous voyez comme mon ton est calme, comme je suis bien, donc, comme je me contrôle. Et il en joue, du coup, il en joue. Et aussi, il a transféré la responsabilité à la presse. Parce que ça, il a fait ça tout de suite, en disant que cette animosité et tout était en réalité résultat de la presse, le comportement de la presse. Pas de son discours, pas de ses actes. Donc ça aussi donne... on voit qu'il y a une relation Trump. Alors, les complotistes n'ont pas tardé à s'emparer de tout ça en affirmant que l'affaire des colis piégés a été déclenchée pour détourner l'attention de la caravane de migrants qui se dirige actuellement vers les États-Unis, partie du Honduras. Plus de 7000 Centra-Américains font route vers le nord. J'espère qu'ils comprennent, que les Américains, que le président des États-Unis comprennent que si nous migrons, c'est parce que nous avons peur de notre pays. Nous en avons peur. Il y a des gangs qui nous menacent de mort et nous avons peur. Parfois, nous ne voulons pas sortir et si nous le faisons, c'est avec la peur au ventre. Ma fille et mon fils, je leur dis, si vous regrettez d'être partis, nous pouvons rentrer. Mais ils disent non. On doit faire de notre mieux parce que notre futur est là-bas. De tous les 7500 migrants qui sont ici et des plus de 5000 qui arrivent derrière, aucun n'est armé. Nous sommes sans défense. La seule arme que nous avons est notre volonté de continuer à avancer. Alors, ces migrants sont partis de Honduras. Vous, Paloma, vous avez vécu au Salvador, qui est un pays voisin. Là, on voit cette caravane. Tout d'un coup, elle attire l'attention, mais c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau.
Non, non, non. Ça fait longtemps déjà que les Centra-Américains vont, et même les Sud-Américains, brésiliens et beaucoup d'autres pays qui vont vers les États-Unis pour améliorer les vues, pour essayer d'avoir une qualité de vie. Donc oui, c'est un phénomène qui existe déjà et qui est maintenant instrumentalisé par la C'est pour ça qu'on en parle maintenant, c'est parce qu'il y a une instrumentalisation? Et aussi parce que c'est une caravane énorme. Et les Nations Unies... Médiatiquement, c'est des images incroyables. Enfin, on les a vues en Europe dans un certain sens en 2015, lorsqu'il y avait aussi ces migrants qui prenaient la route des Balkans et qui arrivaient en Hongrie, en Autriche, en Bavière. Bon. Et là, il y a un phénomène vraiment familial. Enfin, effectivement, c'est monsieur et madame tout le monde qui, en tout cas, voilà, ont fui leur pays. Je trouve que l'explication disant on fuit la violence de notre pays et la pauvreté, effectivement, est très parlante. Donc, je pense qu'avant d'évoquer une instrumentalisation, il y a une vraie réalité de ces gens qui prennent la route. C'est vraiment l'exil, c'est l'exode, c'est Abraham qui s'en va de sa terre natale. Enfin, on est vraiment sur des phénomènes permanents, récurrents, qui arrivent en Afrique, en Asie ou ailleurs. Et voilà, ce sont des mouvements puissants de gens qui, à un moment, disent c'est plus possible, je ne peux plus rester chez moi. Une image qui, en effet, assez marquante, François. Oui, puis alors, c'est vrai qu'il y a eu d'autres caravanes auparavant, mais il y a deux différences, je crois. D'abord, c'est effectivement la taille, parce que celle-là, elle est quand même très importante. 7000 personnes, je crois, les derniers chiffres qu'on a, c'est ça. Donc c'est beaucoup. Et puis peut-être aussi le fait que, vraisemblablement, au départ, c'est plus spontané, la naissance. Et en particulier, ça serait né sur les réseaux sociaux, alors qu'avant, dans les caravanes précédentes, il y avait plutôt des ONG derrière, etc. Donc là, c'est les deux différences. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on en parle beaucoup. Alors ensuite, après, j'imagine qu'on va en parler, Donald Trump, toujours lui, dit qu'il allait mobiliser les forces armées à la frontière, etc. Bon, là, on revient sur le sujet précédent, parce que dans le même sujet, en fait. Oui, c'est ça. Dans le meilleur des cas, ils vont arriver dans 45 jours, donc dans un mois et demi. Donc là, il est carrément dans... Il est carrément exactement. Donc il est carrément dans sa campagne électorale, et il instrumentalise cette caravane pour lui, pour sa campagne. Et puis c'est ce qui a fait la force de la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump. En qualifiant la caravane comme une menace sécuritaire. Et quand on voit par exemple les chiffres aujourd'hui, ce matin, à l'ONU, qui montrent qu'au moins 2400 participants de cette caravane sont des enfants. Comment est-ce qu'on peut qualifier des enfants comme une menace sécuritaire pour un pays comme les États-Unis? C'est difficile de trouver un équilibre entre ce qu'on voit et, comme vous avez dit, quelque chose peut-être plus spontané, et la réponse que c'était donnée. Il y a un autre élément de cette histoire qui c'est très intéressant pour nous, latino-américains, moi, c'est le fait que les États-Unis ont déjà transféré la responsabilité de contrôler sa frontière aux Mexicains. Donc, quand le Mexique n'arrive pas à empêcher que ces gens arrivent du Sud, c'est déjà la responsabilité mexicaine. C'est déjà une crise diplomatique entre les États-Unis et le Mexique. Et le Mexique passe la responsabilité aussi aux voisins. Et à la fin, par exemple, cette semaine, on a eu une menace réelle de Donald Trump en disant je coupe l'aide à ces pays-là. Ça veut dire, si vous ne contrôlez pas les gens qui sortent de vos pays, je coupe votre aide. Mais c'est même migrants, je me fais un peu leur avocate, c'est même migrants qui disent de toute façon on n'en voit pas la couleur de cette aide, donc que vous la coupiez ou pas, ça ne change pas grand-chose. Et là, cet effet un peu domino renversé, c'est-à-dire on renvoie la responsabilité du contrôle au pays précédent. C'est exactement ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que les Britanniques disent aux Français « vous verrouillez à Calais voilà. ». Les Français disent aux Italiens « vous verrouillez à la frontière ». Et donc, effectivement, c'est un peu l'enjeu avec les migrants, c'est qu'on fait pression sur le pays précédent. Là, je pense que le Mexique, c'est intéressant de voir un peu... Pas tellement, il a envie à la fois d'honorer le droit d'asile et la possibilité pour ces gens qui cherchent un avenir meilleur, y compris de s'installer au Mexique. Et en même temps, effectivement, les pressions américaines vont être très fortes pour qu'ils bloquent. Donc le Mexique est dans une situation compliquée. Si on revient à la campagne électorale et à ce scrutin qui approche aux États-Unis, on a quand même l'impression que c'est Donald Trump qui donne le ton. C'est lui qui a amené ce thème sur le devant de la scène. Et en face, la réponse des démocrates est un peu empruntée. Parce qu'il joue toujours avec la peur de l'immigration illégale
Et aussi avec les problèmes de sécurité. Donc, si les immigrants sont une menace, sont des terroristes, il faut être avec Trump pour lutter contre l'immigration. Dans ce contexte-là... Là, quand même, il y a un phénomène un peu, effectivement, de loupe, en quelque sorte, sur Trump, et il s'est très bien joué là-dessus. On sait quand même que les démocrates, il y a une forte probabilité pour qu'ils remportent l'élection à la Chambre des représentants. Parce qu'il y a tout un tas de thématiques sur le terrain et dans un certain nombre d'États et de circonscriptions où les démocrates sont beaucoup plus pertinents que les élus républicains. Mais effectivement, Trump essaye de polariser finalement le débat autour de lui pour fédérer et rassembler ses propres troupes. Hein, mais il ne faut pas occulter toutes les dynamiques davantage locales qui vont aussi jouer de façon importante aux États-Unis lors des élections. La question qui se pose, c'est que Donald Trump a quand même créé la surprise en 2016. On en a tous tiré les leçons. Est-ce que là, il pourrait y avoir une surprise de nouveau ? Une surprise, je ne sais pas, parce que les sondages, en 15 jours, ça peut changer. Mais quand même, depuis plusieurs semaines, les sondages disent, la Chambre des représentants, il est possible que les démocrates deviennent majoritaires. Donc ce ne sera pas une surprise, ce sera plutôt attendu. La surprise, à ce stade, ce serait plutôt que Trump arrive à conserver la Chambre des représentants. C'était ça le sens de ma question, c'est ce qui peut créer la surprise dans ce sens-là. Alors je ne vous demande pas de jouer les devins, hein, mais avec les éléments qu'on a vus cette semaine, justement, cet aspect sécuritaire non, peut-être tout ça, il le sait. Peut-être qu'il y a un peu d'énergie du désespoir chez lui là-dessus. Il agrippe tout fait d'actualité qui va pouvoir lui servir. Après, est-ce que c'est suffisant pour renverser la tendance? En réalité, il sait que son gouvernement ne va pas être le même après cette élection. Ça, c'est sûr. C'est un autre gouvernement Trump, sûrement, si les démocrates gagnent. Donc, pour viser l'élection présidentielle dans 2 ans. Et ce scrutin porte très bien son nom puisqu'il s'appelle les élections de mi-mandat et ça aura lieu donc dans une dizaine de jours. Ça aura lieu le mardi 6 novembre. On enchaîne et vous allez voir que l'enchaînement n'est pas très très compliqué à faire puisqu'on l'appelle le Trump des tropiques. Mais est-ce qu'il est encore plus gratiné que le vrai Donald Trump? Au Brésil, sauf énorme surprise, c'est le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro qui devrait être élu à la tête du pays ce dimanche. Il fait campagne de loin depuis qu'il a pris un coup de couteau pendant la campagne, c'était début septembre. C'est donc à distance qu'il a donné ce discours diffusé à des milliers de partisans réunis à São Paulo dimanche. Il promet une purge à ses rivaux du Parti des travailleurs. Ce qui est évident maintenant, c'est que le ménage sera total. Si cette bande veut rester ici, elle devra se soumettre à nos lois. Soit ils dégagent, soit ils vont en prison. Mais ces marginaux rouges seront bannis de notre patrie. Bon alors, les rouges, c'est les communistes, c'est ceux d'en face, ça fait partie de cette dialectique de cette campagne. Avant de s'interroger sur le fond, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vous voyais déjà commenter entre vous pendant qu'on regardait ces images, mais j'ai une image sur la forme. Le probable futur président du Brésil en t-shirt avec la lessive derrière qui parle à des partisans loin, c'est une image un peu étonnante quand même, non, Paloma? Oui, et il joue avec la peur du communisme. C'était les mêmes jeux que les militaires ont joué en 1964. Il n'a jamais existé une vraie menace communiste au Brésil, mais la peur existe toujours. Mais pardon, je vous coupe, mais parce qu'on va y revenir à tout ça, mais déjà sur le cadre, ça vous surprend, vous, cette image de Jair Bolsonaro devant de la lessive qui on ne sait pas où il est. Pas du tout, parce que... Les populistes font ça. Oui, c'est ça. C'est Salvini en Italie, Trump sur Twitter. Lui, c'est ce qu'il fait là. On est dans la cour d'une maison, finalement, un peu banale, quoi. Donc, il se présente en candidat des personnes ordinaires. Ces élections sont l'élection de l'échec total des partis traditionnels. Donc, il veut montrer qu'il n'est pas un politicien, même s'il était pour 27 ans au Parlement, au Congrès national. Non, c'est pas ça. Je suis comme vous. Je suis un citoyen brésilien qui veut tout changer. Sur le fond, il y a une forme il y a une violence dans cette déclaration. Je vous ai coupé, je vous laisse reprendre là-dessus. Oui, il fait sa campagne pour ça. Il parle de forme extrêmement violente dans les réseaux sociaux.
Et c'est ça que les gens veulent entendre. Ils parlent de tous les préjugés et des choses horribles qui sont même un crime qu'on ne peut pas dire, même si beaucoup de gens pensent comme ça, on ne peut pas dire. Et ils parlent ça. Et après, quand ils voient que ça n'est pas très bien, dans les médias traditionnels, ils disent « Ah non », ils changent un petit peu le discours. Mais c'est déjà très diffusé dans les réseaux sociaux, surtout WhatsApp, c'est très populaire au Brésil. WhatsApp qui est très très populaire au Brésil. Comment on explique cette violence politique quand même? Comment on en arrive là, à un tel niveau de violence politique, de la promettre des purges pour les opposants politiques? Bon, d'abord, on doit comprendre qu'on a vécu une récession énorme. On a vécu des révélations, des scandales de corruption qui étaient énormes aussi. Et on a, d'une façon, une violence dans la société brésilienne qui est significative. Il y a 60 000 homicides par an au pays. C'est plus que certains terrains de guerre. Exactement, que la Syrie, par exemple. Donc, on a un contexte de violence et de la haine très présente. On a une population fatiguée qui veut changer quelque chose, mais qui a ouvert un chemin incroyable, une avenue à une populiste dans un contexte très particulier. À part tout ça, on a le fait que le Brésil n'a pas traité son histoire. L'histoire récente d'autorité. Donc, on a tous ces ingrédients-là qui donnent une puissance énorme à quelqu'un qui vient avec ces discours-là. Donc, alors, vous vouliez intervenir, pardon. Très particulier, mais c'est aussi quand même le Lula en prison, parce que il était le favori dans les sondages, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il puisse pas se présenter et que du coup Bolsonaro monte. Donc alors, vous posez une question qui est intéressante, parce que on va pas refaire le match, mais si quand même un peu. Bolsonaro, Lula, est-ce que c'est l'absence de Lula qui a mené aussi à cette situation? Parce que Lula, qui était une icône, est aussi un peu détesté, comme le Parti des travailleurs. Oui, l'absence de Lula joue un jeu énorme parce qu'il avait la majorité des Brésiliens qui étaient pour lui, même s'il y a aussi une grande insatisfaction avec son parti à cause des scandales de corruption, etc. C'est plus que de l'insatisfaction, il y a une haine du Parti des travailleurs aujourd'hui au Brésil? Voilà, parce qu'en réalité, le Parti des travailleurs ont revenu à l'élection sans faire l'autre critique, sans dire on a fait des erreurs importantes dans la politique, l'économie, etc. Donc les gens n'ont pas trouvé un équilibre ou une crédibilité dans ces partis. C'est pour ça que les partis traditionnels, que je dis, ont échoué en donnant réponse. Et ça, c'est la partie dangereuse de cette histoire. La dernière semaine, les derniers jours, on voit Haddad, son opposant... Fernando Haddad, qui est l'opposant à Jair Bolsonaro, qui essaye de dire, avec toute la limitation qu'il a, oui, on a fait quelques erreurs, pour voir s'il prend quelques votes encore. Sauf que Fernando Haddad prend ses distances avec Lula, et ne voilà-t-il pas que Lula appelle cette semaine, depuis sa prison, les démocrates à s'unir contre une aventure fasciste? Est-ce que la voix de Lula peut porter? Et éventuellement, il reste 2-3 jours avant le vote. Est-ce que ça peut avoir une influence, Jean-François? Comme on disait tout à l'heure, Lula était, avant d'être emprisonné en quelque sorte, c'était le favori des sondages. Donc on peut penser qu'il a sur sa personne un capital de vote que Haddad n'a pas. Cela dit, c'est vrai, et donc peut-être qu'il peut contribuer à soutenir Haddad, mais c'est vraiment un peu là aussi l'énergie du désespoir. Ce qui est un peu effectivement étonnant, c'est que c'est vraiment Bolsonaro, c'est vraiment un homme politique de troisième zone, mais il est là parce que effectivement, les grandes figures de la droite et de la gauche ont été balayées par les enquêtes anticorruption. Et donc, c'est quelqu'un dont on a dit qu'il était au Parlement, mais totalement méconnu, qui arrive sur le devant de la scène. Et c'est vraiment une inconnue pour tout le monde. Donc, il y a un énorme risque, effectivement, autour de la politique qu'il mènera, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, social, etc. Quel Brésil, sous Bolsonaro, s'il était élu dimanche, en effet? D'abord, on ne sait pas si ce qu'il dit pendant 27 ans, c'est le vrai Bolsonaro ou le 6 derniers mois. Parce qu'ils sont très différents, le 6 derniers mois de Bolsonaro et les 27 ans Alors, quelle différence? D'abord, pendant le 27 ans, il a fait des compliments très forts à Chavez, à Fujimori, par exemple, donc, qui sont absolument contraires dans un sens idéologique, mais autoritaire, d'une façon très claire. Il a pris des votes clairement contre
une économie plus libérale, qui maintenant elle dit que c'est la solution pour les pays. Donc on a une compatibilité entre l'histoire de Bolsonaro et sa campagne politique. Et c'est pour ça que c'est une grande interrogation, même au plan international. Quelle est la position du pays vers l'Union européenne, vers le Moyen-Orient? Paloma, c'est le saut dans l'inconnu, si c'est Bolsonaro, c'est ça? Oui, mais ce qu'on sait est qu'au Brésil, il y a trois groupes très importants dans les parlements qui ont dit les groupes BBB des Bibles, qui sont les évangéliques, BEUF, qui sont les agriculteurs et les gens, et BAL. Donc, Bolsonaro... BAL pour l'industrie des armes à feu. Donc, Bolsonaro, il rassemble tous ces gens-là. Et juste les évangéliques sont déjà un tiers de la population brésilienne. Donc, sont avec une politique très conservatrice et autoritaire. Il y a un élément qui n'a échappé à personne dans le profil de Jair Bolsonaro, c'est qu'il ne renie pas du tout le passé autoritaire du Brésil. Le Brésil, c'est une dictature militaire pendant une vingtaine d'années, de 64 à 85. Jamil, je rappelle que vous avez participé comme chercheur à la Commission nationale de la vérité, qui avait été créée par le gouvernement pour enquêter sur les crimes de la dictature. Comment vous expliquez sa nostalgie à lui de la dictature? Oui, bon, d'abord, de sa part, c'est clair qu'il a une liaison très étroite avec les militaires. Donc, il parle qu'il n'a eu pas un coup d'État en 64. Il nie le coup d'État. Pour lui, ça n'a pas existé. Négationniste. Négationniste, et qui, en réalité, ces années faisaient partie d'un contexte plus large de la guerre froide. Bon, nier 24 ans, 20 ans de dictature, c'est un peu difficile de justifier avec les faits. Mais bon, c'est son discours. La réalité, c'est que ce n'est pas seulement lui, c'est un pays qui n'a pas traité son passé. Et ça, c'est peut-être la chose plus intéressante. Pourtant, vous avez participé à cette commission. Donc. Oui, mais par exemple, la loi d'amnistie, elle est encore là. Donc, personne n'était jugé. Il a donné un sentiment que le passé était solutionné. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Avec l'Argentine est fort. Absolument. En Argentine, il y a des procès, absolument. des militaires qui ont été envoyés en prison. Et effectivement, au Brésil, il n'y a rien eu de ça. On a fait les recherches, des recherches énormes pendant 2 ans, qui n'ont pas abouti dans des procès à la justice. C'était il y a 30 ans, les Brésiliens s'en souviennent. Certains Brésiliens se souviennent de cette dictature. Est-ce que pour autant, ils peuvent voter pour Bolsonaro? Parce que c'est ça aujourd'hui qui intrigue un peu. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont nostalgiques aussi, ce n'est pas que Bolsonaro. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien l'histoire. Cette commission de vérité, par exemple, n'était pas très diffusée pour la société. Et elle n'avait pas non plus un rôle de punition, parce qu'il y a la loi de l'amnistie de 1979. Et la loi dit que ni les opposants ni les militaires vont être punis. Mais les opposants ont été punis pendant la dictature. Voilà. Bon, on a eu beaucoup de gens qui ont été morts, torturés, etc. Et beaucoup de disparus. Il y a encore des disparus. François, vu d'Europe, cette nostalgie de la dictature, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'il n'y a pas qu'au Brésil, voilà, et qu'il y a dans beaucoup de pays. Enfin, moi, à chaque fois, d'ailleurs, je suis toujours très surpris quand je discute avec des gens comme ça, mais il y a des gens qui vous disent très sérieusement qu'il vaudrait mieux une dictature ou en tout cas un État véritablement très fort pour établir l'ordre. Et je crois savoir qu'au Brésil, c'est vraiment ce qui joue beaucoup pour établir la sécurité, ce qui était déjà d'ailleurs ce que disait la dictature dans les années 60. Et on est sur la même thématique aujourd'hui. Et en plus, et comme vous avez vu dans son discours, il qualifie toute la position comme de socialiste, le rouge. Et les communistes, si on voit exactement, bien sûr que ce n'est pas le cas, mais il classifie déjà toute la position comme le rouge. Et c'est pour ça, en prenant votre question initiale, est-ce que la démocratie est en danger? Quand on a un président qui nie le fait qu'il a une dictature, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique après? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Quand il y a des gens de son entourage qui disent oh, à la fin, ce n'était pas si grave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'inquiétant. Vous parliez de Trump tout à l'heure, en comparant Trump et Bolsonaro. Donc il faut effectivement
voir ce qu'il va faire s'il est élu. Mon sentiment, quand même, c'est qu'il est bien plus dangereux encore que Trump. Absolument. En plus, parce que les institutions brésiliennes ne sont pas exactement les institutions américaines de checks and balances et tout ça. Hein. Et même avant son élection, dans cette semaine, il y a eu des cas, par exemple, parce que Bolsonaro, il est très pour les pouvoirs, tout le pouvoir pour la police. Et il y a eu des cas, comme l'Université fédérale à Rio, qui a mis une affiche qui disait non au fascisme, et la police, qui n'a pas le droit d'entrer dans une zone fédérale, la police au Brésil appartient à chaque État, est entrée pour dire non, ça parle de la campagne, vous ne pouvez pas mettre cette affiche-là. Mais c'est pas, on ne parle pas de la campagne, on parle du fascisme. Donc la police reconnaissait que le fascisme, c'était Bolsonaro. Donc ça, c'est... Moi, j'ai une question en même temps, un petit pas de côté, c'est autour de cette question de l'insécurité. Et effectivement, du très haut niveau de violence qui existe au Brésil. C'est vraiment pourquoi, à la limite, les pouvoirs précédents, y compris celui du Parti des travailleurs, n'a pas su adresser cette question de l'insécurité. Alors, il y a eu des politiques sociales, dont on peut penser que sur le long terme, ça peut contribuer à faire baisser l'insécurité. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps? Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un enjeu fort de l'insécurité. Il faut qu'on avance. Très vite, c'était pas suffisant comme temps, c'était pas suffisant comme priorité. Et on a vu un mélange de politiques. Au lieu d'occuper les favelas avec des écoles et des hôpitaux, on était envoyé l'armée pour occuper. C'est complètement différent. Vous ne solutionnez pas les problèmes. Et pour finaliser, Bolsonaro n'a pas eu un bon résultat électoral dans les zones plus dangereuses du pays. Et ça, c'est étonnant, parce que les gens de ces zones... dimanche comment vont se répartir les votes aussi. Une toute dernière question vraiment pour terminer. Est-ce que sous Bolsonaro, on peut voir revenir un régime autoritaire? Je vous le pose à vous deux, les deux Brésiliens autour de la table. J'ai peur, bien sûr. Vous le craignez? Peut-être pas dans le sens de 64. Peut-être pas. Paloma? Malheureusement, oui. Il est très autoritaire déjà. Il légitime les attitudes autoritaires. Et donc, réponse dimanche. C'est dimanche que les Brésiliens votent et qu'on saura si Bolsonaro est effectivement élu à la tête du Brésil. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Jamil Chad de Stade de São Paulo, Paloma Varon de RFI, Jean-Christophe Ploquin de La Croix et François Baudonnet de France 2. L'Italie fait à nouveau frissonner Bruxelles, peut-on même parler de sueur froide. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne retoque un projet de budget. Rome a 3 semaines pour revoir sa copie. Ça n'arrivera pas, à marteler le populiste ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Nous répondrons poliment à toutes leurs lettres. Personnellement, je suis prêt à rencontrer demain le président de la Commission européenne pour lui expliquer comment l'Italie va se développer grâce à cette initiative. Mais personne ne tolérera qu'un seul euro soit retiré du budget. Je me retourne vers l'ancien correspondant en Italie. Rome, qui défie encore une fois l'Union européenne, c'est ça qu'on retient de cette séquence de cette semaine? Absolument, et puis c'est une première, surtout. Jamais un budget d'un État membre n'avait été rejeté de cette façon par la Commission européenne. Alors, je crois que la Commission européenne, moi, mon premier sentiment, ça a été de dire la Commission européenne fait une erreur, parce que ça renforce, en fait, le gouvernement populiste. Ça les renforce incroyablement, surtout qu'il y a les élections européennes qui arrivent au mois de mai. Et puis, réflexion faite, je me dis que finalement, la Commission européenne n'avait peut-être pas d'autre choix que de faire ça. Parce que si elle ne l'avait pas fait, à ce moment-là, c'était la boîte de Pandore. Les autres États auraient pu dire, puisque vous ne sanctionnez pas l'Italie, alors à ce moment-là... En même temps, ce que dit l'Italie, c'est vous ne sanctionnez de toute façon pas déjà la France, qui n'est pas dans les clous. Mais ce que dit l'Italie, et en particulier sur le budget, est assez vrai. Je pense qu'il faut le dire. En plus, ils présentent un déficit à 2,4%, donc on est en dessous des 3%. Et ils ne tiennent pas 3%, c'est pour ceux qui nous regardent, c'est la règle fixée, c'est le maximum. Voilà. Je parlais de la France est 2,8%, l'Italie est encore en dessous. Voilà. Et la France a été pendant 10 ans en procédure de déficit excessif, puisque justement son déficit était trop important. Donc sur le fond, sur le budget, on peut comprendre que l'Italie fasse ça et que le gouvernement italien fasse ça. Il a été élu pour faire ça. Donc il le fait et il dit à Bruxelles, écoutez, vous êtes gentil, moi j'ai été élu pour faire ça, donc je le fais et je ne changerai rien. Alors
Alors après, encore une fois, ça les arrange et ils en profitent parce que vraisemblablement, ça va les aider très fortement. D'ailleurs, ils le disent. Hein. Ils l'ont dit même très ouvertement. Ils l'ont dit, c'est très bon pour nous, pour les élections européennes qui arrivent. Pardonnez-moi d'insister, ils sont dans les clous. C'est-à-dire qu'ils respectent quand même la règle européenne. Alors pourquoi l'Union européenne refuse ce budget? Il y a quand même une grosse inquiétude sur ce budget parce que une chose qu'il faut voir, c'est que l'Italie n'a pas de croissance. Et que l'Italie, aujourd'hui, 2018, est au niveau de développement de l'Italie de 2007. Donc d'avant la crise. D'avant la crise. Et donc c'était. Et donc là, ce budget, si on le prend comme une photo, effectivement, comme vous dites, après tout, il est dans les clous. Après, ce qui inquiète la Commission européenne, c'est la tendance. C'est la tendance. On voit, oui, la Commission européenne ne voit pas comment l'Italie va pouvoir inverser la tendance, faire baisser son déficit et surtout faire baisser sa dette qui est à 132% du produit intérieur brut. L'Italie peut faire tanguer l'Europe? Alors d'abord, sur le budget, c'est quand même la carpe et le lapin. Parce que d'un côté, on baisse les recettes et de l'autre côté, on augmente les dépenses. Donc l'État va avoir moins d'argent, mais en même temps, il va dépenser plus. Donc il y a déjà un peu une contradiction dans les termes. Et effectivement, dans un contexte de zéro croissance, effectivement, en fait, je pense que l'Union européenne a des vrais doutes sur la capacité de ce gouvernement à appliquer le budget tel qu'il a été présenté. Et je pense qu'il y a un vrai doute sur la sincérité de ce gouvernement. Et on comprend qu'il y ait des doutes, puisque, effectivement, entre Di Maio, le mouvement 5 étoiles, et Salvini, l'extrême droite, il y a des vraies oppositions idéologiques, il y a des vraies oppositions. Leur lectorat n'est pas du tout le même et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Donc là, ils s'associent de façon très pragmatique, très tactique, pour faire le ménage dans leur camp respectif. Hein. Tant qu'il est au pouvoir, Salvini est en train de tordre le cou à Berlusconi, et Berlusconi a disparu de la scène. Et Di Maio essaye d'occuper lui aussi l'espace au détriment de la gauche. Donc voilà pourquoi ils restent ensemble. Mais sinon, ils n'ont rien à faire ensemble, ces deux populistes. C'est vraiment des populistes antagonistes. Mais quand même, du point de vue européen, ils sont peut-être antagonistes, etc. Et quoi qu'on en pense, ils ont été élus, ils sont au gouvernement. Est-ce qu'il y a un déni de démocratie, dans ce cas particulier, de l'Europe contre l'Italie? C'est un argument qui est avancé aussi. Est-ce que c'est faux? C'est un argument qu'ils avancent, qu'ils ont sûrement... Est-ce que c'est faux? Non, ils ont raison de l'avancer, ils ont raison de le dire. Ils ont été élus démocratiquement. Et d'ailleurs, je crois que l'Europe est en grande partie responsable de la situation actuelle en Italie. Parce que l'Italie a été laissée véritablement seule face au problème des migrants, face au problème de la migration. Moi, j'étais frappé de voir à quel point personne ne répondait. Quand je dis l'Europe, c'est pas forcément Bruxelles, d'ailleurs, parce que Bruxelles a essayé de faire des choses, répartir les migrants, etc. Mais c'est aussi les pays aux alentours, et en particulier la France. À plusieurs reprises, sous le gouvernement précédent, les Italiens ont demandé à la France d'ouvrir Marseille aux bateaux de migrants, et en particulier à l'Aquarius. Et ce qui était le plus fort, c'est qu'il n'y a même pas eu de réponse. C'est-à-dire que c'était pas non, mais il n'y a même pas eu de réponse parce que c'était totalement inenvisageable. Et donc je crois que ça, ce côté, on les a laissés seuls, plus la crise économique qui est un autre souci, mais qui a beaucoup joué, ça a fait que 3 ans, parce que la grande crise migratoire c'est 2015, mais 3 ans après, dès que les Italiens ont pu aller aux urnes, ils ont voté. Jamil, je vous entendais réagir à ce que disait François. En réalité, d'abord, la solidarité n'était pas là. Hein. Donc ça, c'est un moment clair, je crois. Ils se sentaient absolument seuls. Pourquoi est-ce que maintenant on doit suivre leurs règles si, pendant la crise migratoire, les autres n'ont pas suivi? Donc c'est une question de cohérence. Cohérence qui ne touche pas Bruxelles seulement. Hein. Jean-Christophe, je vous en désaccord? Oui, donc je pense qu'il y avait des règles sur la question migratoire et que malheureusement les règles étaient très défavorables aux Italiens ou aux Grecs, pays de première entrée, les pays par où les migrants mettent la première fois le pas sur le sol européen. Effectivement, c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Bon, et il se trouve que les règlements à l'intérieur de l'Europe qui ont été décidés à 28 sont défavorables à ces pays par où arrivent les migrants, puisque c'est à eux de traiter d'abord, finalement, les demandes d'asile notamment. Mais il y a des règles, et les règles étaient respectées. Après, effectivement, la Commission a essayé d'organiser ces fameux quotas de répartition, et là, ça a été l'opposition de certains pays, notamment à l'Est, qui ont bloqué ce processus. Mais donc, voilà, je pense que sur le déni de démocratie, je voudrais juste dire un mot.
une élection, c'est effectivement un moment dans la vie politique d'un État, mais ce moment s'inscrit aussi dans un temps long, et un État qui fait partie, qui a signé des traités, qui fait partie d'une entité qui s'appelle l'Union européenne, il doit aussi s'inscrire dans finalement les compromis qui ont été bâtis au sein de cette Union. Vous remarquerez que le thème c'était le budget italien, et qu'on a complètement dévié vers la question migratoire en Europe. Est-ce que c'est symptomatique? Oui, parce que... Ce qui vient de se passer là en plateau, est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe en Europe? Et est-ce que l'histoire du budget est en fait l'arbre qui cache la forêt? Moi, je pense que c'est un peu un épiphénomène. Parce que de toute façon, à moins que les marchés décident de couler l'Italie et l'Europe, enfin l'Union européenne avec elle, ou en tout cas la zone euro, ce qui est quand même assez peu probable, en tout cas c'est pas ce qui est en train de se produire. Moi je suis beaucoup plus inquiet que ce qui est en train de se passer en Italie, avec cette xénophobie ambiante, la peur des migrants. Enfin il y a tout un tas de faits qui se passent, soit au niveau local, dans des mairies, où on a vu par exemple des maires qui mettaient les enfants de migrants. Alors en Italie on dit pas les étrangers, on dit les extra-communautaires. Bon, on voit qui c'est, ces gens-là. Voilà, soit ça se passe au niveau local, soit carrément Matteo Salvini, dont tout le monde, au passage, pense qu'il est Premier ministre italien, alors que pas du tout, il n'est que ministre de l'Intérieur. On a quand même remarqué qu'il se démarquait un petit peu dans ce gouvernement. C'est lui qui porte l'image de ce gouvernement à l'étranger. Pour conclure, François... Moi, je suis beaucoup plus inquiet par ça que sur les aspects économiques. J'entends ce que vous dites, c'est un épiphénomène. Pour conclure, il faut s'attendre à quoi? Est-ce que finalement les Italiens modifient leur budget à la marge et puis ça va passer comme ça et... De toute façon, je crois qu'ils discutent, ils ont tout intérêt, les deux parties ont intérêt à ce que dans 3 semaines, on ne parle plus de cette affaire et que voilà, il y a un accord qui soit trouvé, chacun gardera la tête haute. Très bien, on verra si cette fois vous avez sorti votre boule de devin. Un face-à-face Salvini-Macron pendant les mois qui viennent. Hein, qui a commencé déjà depuis quelques mois et qui promet de se poursuivre. Salvini a choisi Macron comme tête de Turc. C'est le bras de fer en Europe qui continue, l'Europe sur laquelle il y a quand même toujours beaucoup de choses à dire. On en vient maintenant au rétro-pédalage du mois avec l'affaire Khashoggi. L'Arabie saoudite a mis 3 semaines à reconnaître que le meurtre du journaliste était un acte prémédité. Le prince héritier Mohammed Ben Salman est revenu pour la première fois sur cette affaire sordide, digne d'un mauvais film de série B. MBS a parlé d'un incident hideux et a tenté de rassurer sur les liens entre l'Arabie saoudite et la Turquie. Écoutez. Nous savons que beaucoup essaient d'exploiter cette situation douloureuse pour creuser un fossé entre l'Arabie saoudite et la Turquie. Je veux leur dire d'ici, vous n'allez pas réussir. Des semaines d'embarras, de cafouillage sous la pression des révélations turques, du tollé international. Mais qui va encore le croire? Personne. Je pense que Mohammed Ben Salman va rester quelqu'un de très puissant en Arabie saoudite. Ce sera peut-être un jour le prochain roi d'Arabie saoudite. Il est prince héritier. En tout cas, tout le monde se souviendra de cet épisode. Il a vraiment une tache de sang sur sa tunique. Et donc, je pense que aujourd'hui, quand on l'écoute, on remet en cause spontanément la sincérité de ses propos. On sait que les tueurs viennent de son très proche entourage. Ça a été organisé tout près de lui. Donc, ce sera très compliqué. Et je pense que personne ne dira un jour que c'est lui directement qui est responsable. Mais en tout cas, il portera cette tâche en permanence. La tâche seulement à lui, mais dans les projets de réforme de la vision en 2030 d'Arabie saoudite aussi. C'est quoi une réforme qui a encore d'espace pour tuer quelqu'un dans les consulats? On ne le découvre pas, MBS quand même non plus, pour ceux qui regardent Kiosque, que ce soit la semaine dernière ou même depuis des mois, on savait quand même qu'il avait un petit profil autoritaire. Il y avait une machine bien huilée de communication qui fonctionnait très bien à l'international, on va dire. Est-ce que cette image est ternie ou est-ce que la réelle politique va reprendre le dessus? On remarquera que l'Arabie saoudite a pris des décisions sur le pétrole cette semaine, qu'il y a quand même ce forum le Davos du désert. Il y a du monde quand même. Comment vous voyez ça? Les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que son image est ternie et sûrement durablement,
mais après, ça sera business as usual. Il va falloir que les affaires continuent. Elles continuent d'ailleurs. Hein. Voilà, l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole. Voilà, on sait qu'ils achètent aussi beaucoup d'armes. Bon, donc on parle beaucoup de cette affaire. C'est un vrai feuilleton. Ce sur quoi joue le prince héritier, je crois, il espère que ça va finir par se calmer tout seul et qu'on en parlera de moins en moins. Dans l'extrait, il s'adresse notamment au président alors turc. Justement, on va y venir, parce que le président turc s'est exprimé aussi cette semaine. On a l'impression qu'il boit du petit lait. Ça fait des semaines que la Turquie distille un peu des informations au compte-gouttes. Recep Tayyip Erdogan qui nous dit aujourd'hui, on en a encore sous le coude. Il s'est exprimé cette semaine. Il dit oui, c'est prémédité, c'est un acte politique. Il y a un vrai jeu de la Turquie là derrière d'influence pour essayer de gagner l'influence. Il y a vraiment une lutte d'influence depuis des années entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. La Turquie, et Erdogan en tout cas, est proche des frères musulmans. Et l'Arabie Saoudite combat les frères musulmans. Et donc, il y a une vraie lutte d'influence qui concerne à la fois la région et puis qui concerne aussi, je dirais, la communauté musulmane à travers le monde. Et là, effectivement, le supplice turc, il est terrible. Enfin, c'est-à-dire la façon dont Erdogan distille, soit à travers la presse, soit lui directement, soit ses ministres, sans jamais vraiment dire, mais il est en train de pousser petit à petit, effectivement, les Saoudiens à en reconnaître eux-mêmes finalement ce qu'ils peuvent reconnaître. Là, il a deux questions très importantes. D'abord, l'immunité du consulat, qui n'existe pas dans ce cas-là. Et l'autre, c'est qu'on enquête la mort d'un journaliste par un gouvernement qui n'accepte pas la critique. Oui, là, on a quand même cette semaine Recep Tayyip Erdogan en saint patron des journalistes, ce qui peut effectivement un peu surprendre. François, vous voulez intervenir? Oui, mais c'est exactement ce que disait Jean-Christophe. C'est-à-dire que là, par exemple, il a déclaré très récemment, il a demandé ce qu'il n'avait pas fait les jours précédents. Il a dit qui a commandité ce crime. Donc là, il s'approche de plus en plus près et il va de plus en plus loin. Et effectivement, comme vous le disiez, il boit du petit lait parce qu'il a un rôle sur le plan international. Il défend les journalistes. La Turquie est le pays au monde où il y a le plus de journalistes emprisonnés. Et finalement, ce qui aurait pu au début être un énorme problème pour lui, parce que ça se passe sur son territoire, enfin un consulat qui se trouve en Turquie, par hasard, ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs, finalement ça l'aide et il est en train de jouer de cette situation. Il en joue bien? Bien. En tout cas, alors, ce qu'il faut, si on resitue de façon plus large, il est aussi en train de se rapprocher à nouveau des États-Unis. Il y a eu ce fameux pasteur qui a été libéré récemment, ce pasteur américain qui était détenu en Turquie. Et là, donc, on voit que Erdogan, qui était quand même un peu isolé avec son alliance avec la Russie, est en train à nouveau de retrouver des voies de communication, notamment avec Washington. Paloma ? Oui, je pense qu'Erdogan profite de ça. J'ai lu même que Khashoggi, son père était turc, donc il avait des liaisons avec la Turquie. Et Erdogan, il sait déjà qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme vous avez dit, à compte-gouttes. Chaque fois, il y a une information pour la presse et tous les yeux sont sur la Turquie. Même s'il est un peu peut-être gêné aux entournures, parce que par exemple les enregistrements audio, etc., qui ont été faits à l'intérieur du consulat, ça veut dire que qu'il espionnait un consulat étranger sur son territoire. Mais personne ne l'a relevé jusqu'ici vraiment. Tout le monde en a conscience qu'effectivement il y a visiblement, mais tant qu'il ne dit pas très clairement ce qui s'est passé, ça lui permet de rester effectivement en dehors de cette accusation qu'on pourrait lui faire d'espionner une enceinte diplomatique qui normalement est inviolable. Mais je peux imaginer que tous les autres consulats de n'importe quel autre pays en Turquie à ces moments sont en train de fuyer. Oui, absolument. J'ai bien vérifié derrière les rideaux. Il y a un acteur dans cette région qu'on n'a pas entendu, et pas entendu jusqu'ici, c'est l'Iran. L'Iran qui pourtant peut tirer un bénéfice de cette situation. Pourquoi on ne l'entend pas ? Parce que peut-être l'Iran, en matière de droits de l'homme, a aussi quelques problèmes. Il y a deux pays qui exécutent beaucoup. Alors là, je parle d'exécution capitale prononcée par des tribunaux. C'est l'Arabie Saoudite et juste derrière, c'est l'Iran et juste derrière l'Arabie Saoudite. Donc ce sont deux régimes qui sont sur le plan des droits de l'homme à égalité. Donc peut-être que l'Iran n'a pas trop à se faire remarquer là-dessus. Et puis finalement, il n'a rien à dire. L'Arabie Saoudite s'enfonce toute seule. La vraie question, c'est est-ce que Mohammed Ben Salman, finalement, aussi du point de vue de l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il va réussir à se maintenir au pouvoir? Est-ce que c'est lui qui va être aux commandes pendant les 50 prochaines années? Parce que ça peut faire une différence au niveau du jeu géopolitique dans la région, que ce soit lui ou un autre. C'est une affaire importante. Je ne suis pas certain que ce soit suffisant pour le faire chuter.
Moi, je verrais plutôt des rééquilibrages à l'intérieur de la famille royale saoudienne. Qui était réunie en conclave la semaine dernière, on n'a pas su grand-chose. Peut-être qu'on va voir un ou deux autres princes émerger pour contrebalancer un petit peu son influence. Ou peut-être une solution aussi qui viendrait de l'intérieur. Et on voit que cette région est... Oui, j'avais une famille qui prenait les décisions d'une façon collégiale et qui, avec lui, a vu quelqu'un qui venait pour prendre le pouvoir toute seule. Donc peut-être il a une démocratisation de pouvoir dans la famille. C'est joliment dit, avec les guillemets. Je vous propose, avant de passer à Dilemme, qui nous sert à conclure cette émission toujours, je vous propose qu'on dise un mot du prix Sakharov qui a été décerné cette semaine. C'était hier jeudi par le Parlement européen. Il distingue cette année le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Oleg Sentsov, condamné pour terrorisme et emprisonné en Russie. Il vient de mettre fin à une grève de la faim de 145 jours. Il y a une guerre en Ukraine, on l'oublie souvent, on n'en parle pas beaucoup. Il est passé en dehors des radars. Est-ce que ce prix Sakharov du Parlement européen permet de mettre en évidence ce conflit-là, au-delà de la personne du réalisateur qui est... Moi, ce que je trouve intéressant avec ce prix Sakharov, quand on parle de l'Europe, on dit que l'Europe est divisée, et elle l'est sur la plupart des dossiers, pas sur tous, mais sur la plupart, c'est vrai. Et là, on se rend compte que quand il y a une parole de l'Europe, eh ben, cette parole porte avec ce prix. Il suffit de voir les réactions extrêmement négatives, très fortes qu'il y a eu en Russie. Et là, on se dit, mais peut-être un peu naïvement, que si l'Europe réussissait à être une force politique plus importante sur l'ensemble des dossiers, eh ben, la parole européenne compterait plus, beaucoup plus. Oui, c'est un coup de projecteur sur le sujet en Ukraine, la guerre en Ukraine, mais aussi sur la Crimée, puisque en fait, Oleg Sentsov est originaire de Crimée et il a été capturé par les Russes. La Crimée, on le rappelle, qui a été annexée par la Russie. Et donc, c'est une façon aussi pour les Européens, pour le Parlement européen qui a décerné ce prix Sakharov, de dire, attention, l'annexion de la Crimée, on ne la reconnaît toujours pas. Et il y a toujours des sanctions européennes contre la Russie à cause de la Crimée. C'est un message politique qui est envoyé à la Russie ? Absolument. C'est l'Europe qui reprend peut-être, par une voie peut-être un peu plus symbolique qui ne donne pas la sanction économique, mais qui reprend le dossier. Paloma, c'est un réalisateur aussi, c'est un acteur culturel, ça c'est important ? Oui, bien sûr. Et comme Jean-Michel l'a dit, dans les plans symboliques, c'est très important. C'est l'Europe qui envoie un message à la Russie. Et le président du Parlement européen a appelé à la libération urgente d'Oleg Sentsov. Le prix sera remis le 12 décembre prochain à Strasbourg. Chose promise, chose due, on termine cette émission avec la semaine de Dilemme qui a retenu de l'actualité un peu les mêmes éléments que nous, vous allez le voir. Sur l'affaire Khashoggi, regardez la porte du consulat à Istanbul avec écrit au sang « MBS m'a tué », une faute d'orthographe en référence à l'affaire Omar Haddad, bien connue en France. Aux États-Unis, les colis envoyés à des personnalités de l'opposition contenaient une matière hautement explosive, nous dit Dilemme. Il contenait un discours de Trump, découvre ce démineur. Vers un changement à la tête du Brésil avec l'élection probable, on en parlait aussi de Jair Bolsonaro dimanche. Le Christ Rédempteur, symbole de Rio de Janeiro, se voit rhabillé de l'habit du Ku Klux Klan, l'organisation suprémaciste blanche américaine. La Commission européenne rejette le budget de l'Italie. Il y a une faille, s'exclame plutôt content de lui un fonctionnaire européen en désignant la fente d'une tirelire. Et enfin, le résultat de la présidentielle est tombé. Suspense, les Cameroun ont réélu Paul Biya pour un 7e mandat. 36 ans de pouvoir ont fini par s'attacher en tout cas avec des toiles d'araignée comme ce Camerounais sur le dessin de Dilemme. Merci Dilemme, merci à vous quatre d'être venus en plateau ici pour commenter l'actualité de cette semaine. Merci à vous évidemment qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète. Je vous dis à vendredi prochain et d'ici là sur les réseaux sociaux, écrivez-nous, on vous répond.